Bonjour et bienvenue à tous. Il est 11 heures, nous allons donc commencer la webconférence. Je me présente, je suis Camille Lambert, chef de projet marketing digital chez XL Group. La session sera animée par un de nos consultants, Patrick Pierron, consultant senior Black Belt Lean. Alors, pour commencer, je vais vous dicter quelques petites règles. Sachez que pour le confort de tous, les micros de vos ordinateurs sont coupés. Pour ce qui est des questions, vous pourrez les poser tout au long de la session via le module de chat situé en bas à droite de votre écran. Et nous garderons à peu près 15 minutes à la fin de la session pour y répondre. Concernant les slides, elles vous seront envoyées plus tard, d'ici quelques jours. Et pour ce qui est du replay, il sera disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet d'ici quelques jours. Alors, en introduction, et pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais vous présenter un petit peu le cabinet, donc la société XL Group. Nous sommes donc un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans le domaine de l'excellence opérationnelle. Nous sommes implantés en France depuis 30 ans et nous avons une antenne à Paris et à Grenoble. Et nous avons également une filiale en Suisse depuis 2014. Je ne vais pas prendre plus de temps que ça et je vais maintenant laisser la parole à Patrick Pierron pour vraiment attaquer le vif du sujet et je vous retrouve en fin de session pour les questions. Je vous souhaite une bonne webconférence à tous. Bonjour à tous. Donc très content de vous retrouver fort nombreux comme d'habitude à nos webconférences sur les différentes thématiques à la clé de la réussite de vos chantiers Lean. Aujourd'hui, nous allons donc aborder la question du rôle du management. Le rôle du management, vous l'avez sans doute vécu si vous avez déjà engagé une démarche de transformation Lean, ou alors vous anticipez qu'il va être important et que vous allez devoir vous y confronter dans le cadre de la démarche. Dans l'un comme dans l'autre cas de votre expérience, vous avez vu ou vous allez vous rendre compte que le leadership, les pratiques managériales, l'implication des équipes sont des clés d'une réussite, non seulement pour vos chantiers, vos projets, mais également pour la pérennité même de la démarche. D'ailleurs, je fais une aparté pour rebondir sur ce mot de démarche. J'aime à dire que le Lean est comme la façon de marcher, hein, une démarche d'entreprise. Dans une démarche, on s'appuie sur nos deux jambes et on pourrait schématiser en disant que l'une consiste à mettre en œuvre toute une ribambelle d'outils pratiques, pragmatiques, terrain, mais qui visent essentiellement à changer l'organisation des activités, la façon dont se déroulent les processus et les modes de travail, mais avancer sur cette jambe permet de faire des bonds peut-être, mais on va vite s'épuiser. On a bien besoin de l'autre jambe pour avancer pas à pas dans cette démarche d'entreprise. Et l'autre jambe, ce n'est autre que notre système de management. Et qui dit système de management, dit manager, dit des acteurs qui font vivre cette autre jambe. Donc voilà, en 3/4 d'heure, je vais essayer d'aller assez rapidement, mais vous vous rendez compte, en 3/4 d'heure, il s'agit d'aborder 50%, pourrait-on dire, du champ d'action du Lean, à travers ces acteurs fondamentaux. Donc, je me propose de partager avec vous, si on parle du management, est-ce qu'il y a quelques caractéristiques à noter de la fonction de manager, qu'on soit dans le Lean ou pas d'ailleurs, mais qui vont nous intéresser en particulier dans votre contexte. Ensuite, pourquoi en particulier cette démarche de transformation de l'amélioration continue a-t-elle besoin du rôle de management? Et donc, comment faire? Quelles sont les clés, quels sont les axes de travail à mettre en œuvre pour intégrer les managers dans cette dynamique d'amélioration continue? On fera une petite conclusion et je serai bien sûr ouvert à vos questions, à vos réponses, que j'espère nombreuses, pour que cette webconférence ne soit pas à sens unique, mais interactive avec les outils digitaux qui nous sont fournis. Allons-y. Alors, les managers, on dit le management, le rôle du management, la fonction de management. Mais de quoi parle-t-on? Dans une structure hiérarchique, on peut envisager au minimum trois niveaux de management. L'encadrement de premier niveau, les chefs d'équipe, les superviseurs, les agents de maîtrise, les responsables, on va dire, les managers,
ceux qui pilotent un secteur, un département, un service, et puis la fonction de direction qui peut elle-même, suivant la taille de l'entreprise, être déclinée en plusieurs niveaux. Donc lequel nous intéresse? Forcément tous les niveaux. Chacun des niveaux a son rôle à jouer dans notre démarche. Un point commun, toutes les entreprises, avant d'être en mode complètement, on va dire, libéré, il y a souvent tous ces niveaux, et c'est tous ces niveaux qu'il faut prendre en compte. Qu'est-ce qui nous motive, chacun d'entre nous, dans le travail au quotidien? Les opérateurs, ils ont une fonction technique, ils ont une fonction, un savoir-faire opérationnel. Et qu'en est-il des managers? Maslow nous a appris qu'au-delà de la rémunération de base nécessaire à vivre correctement, c'est vite la reconnaissance qui va être un moteur. C'est vrai aussi pour les managers. Alors, pourquoi sont reconnus les managers? Je me propose ces deux axes avec vous. Ils ont un pouvoir de décision. Tous ceux qui ont été dans cette situation peuvent identifier la reconnaissance qu'on peut tirer des choix et des décisions qu'un manager fait. Ils ont aussi une maturité, un niveau d'avancement technique plus abouti peut-être que la plupart des opérateurs. Agents de maîtrise, il y a une maîtrise. Cette notion de maîtrise, on peut la décliner sur ces deux axes. Donc, m'est venue cette proposition de positionner chacun de nos niveaux. Donc, on retrouve la direction générale en 1 avec un fort pouvoir de décision et pas nécessairement un fort niveau de maîtrise technique, et en 4, à l'opposé, les opérateurs, donc avec un très faible pouvoir de décision dans une approche classique de l'entreprise et un fort niveau de maîtrise technique. Lesquels vont tirer le plus de reconnaissance, donc de motivation? Eh bien, peut-être les fonctions extrêmes, du fait de leur fort pouvoir de décision ou de maîtrise technique. Donc, on identifie ici les niveaux intermédiaires qui vont être peut-être plus exposés parce qu'avec un niveau de reconnaissance moins évident, et peut-être que dans le contexte d'une transformation lean, ils vont être impactés. Regardons maintenant un de ces niveaux, un zoom spécifique sur le manager de proximité que j'avais identifié par un 3 dans la pyramide de tout à l'heure. Ce manager de proximité, il a comment dire, un rôle fondamental. Mon message est clair, tous ont un rôle important, tous les niveaux de management, mais le management de proximité, il est d'une part sur le terrain. Que nous dit Toyota dans sa langue? Il nous parle du Gemba. Le Gemba, c'est là où se passe le lean, c'est là où se passe l'amélioration continue. Le terrain où la valeur ajoutée est créée, où les gaspillages sont vécus. Donc le management de proximité, il est sur le terrain, donc il est au cœur du Gemba. Il est l'agent fondamental du Gemba, de la vie de l'amélioration continue sur le terrain, et donc une courroie d'entraînement. Il est une courroie d'entraînement pour capter des difficultés sans lesquelles il n'y aurait pas d'amélioration. Il est une courroie d'entraînement pour diffuser les bonnes pratiques, les actions au niveau du terrain. Donc il est à la fois l'écho du terrain, il est souvent issu lui-même du terrain, dans le cadre d'une progression, on va dire, de carrière. Donc il est proche du terrain humainement, il peut être un peu comme les deux flèches ici, pris en étau entre la voie du terrain dont il se sent proche, et puis les attentes de la direction, de l'entreprise, les priorités qu'il s'agit parfois de faire passer aussi au terrain dans le cadre d'une démarche où on ne sait pas très bien où on va. Donc il est dans une situation compliquée, une situation engageante, mais une situation qui est au cœur de la pérennité en fait et de la capacité à transformer le lean. Donc le management, on est sur tous ces niveaux-là. Le manager de proximité a des caractéristiques particulières. Néanmoins, juste avant, je disais qu'il est peut-être exposé en termes de bonne ou mauvaise reconnaissance, enfin plus exposé, plus fragile. Dans le cadre de la démarche Lean, il y a à nouveau deux niveaux extrêmes, on va dire, qui vont être très sollicités. Le terrain, puisqu'on va faire des chantiers Kaizen, on va faire des groupes de travail, donc le terrain va être aux premières loges de la participation. La direction, elle, fixe des orientations, donne une stratégie, imprime sa volonté de transformer l'entreprise. Donc elle est également aux premières loges. De nouveau, nos deux fonctions intermédiaires peuvent se dire « et nous », ou alors souvent elles ne se le disent pas, mais elles le pensent, ou inconsciemment, elles rentrent dans une démarche de fragilité à cause de ce changement,
à cause d'une perte de pouvoir, une perte d'implication puisque le terrain monte en niveau d'implication. Et donc, ça, il faut bien en être conscient, ça peut déclencher une résistance plus ou moins marquée à notre changement, alors que même on vient de dire que c'est une fonction essentielle dont on ne voudra surtout pas se passer. Donc, quelques points de repère sur cette fonction de manager qui font le lien avec, mais ok, en avons-nous vraiment besoin? Absolument. Comme je viens de le dire, c'est absolument fondamental dans la pérennité et le bon fonctionnement de toute cette mécanique. On en a besoin dans cette conduite du changement. Et quelques points qu'on peut noter, parce que finalement, on fait tous, d'une certaine façon, ce que notre client direct, notre client du quotidien, c'est-à-dire notre chef, attend de nous. On va donner notre priorité à ce qui intéressera notre client. Donc, si le manager n'imprime pas le bon intérêt, on va dire, il est clair que ça aura des impacts sur la mobilisation des équipes. Lequel manager a aussi besoin d'apprendre. Il a besoin de ne pas perdre cette compétence. Il a besoin d'avoir une longueur d'avance, de savoir où on va, de comprendre aussi les tenants aboutissants du Lean et de ses outils et de ses méthodes. Et puis, il doit avoir une longueur d'avance et donc aussi réfléchir à la direction dans laquelle il veut emmener son équipe, son atelier, son département, son entreprise. Regardons un des niveaux qui est le top niveau par rapport à ce que je viens de dire. Où est le besoin du Lean de façon méthodologique dans le top management? Il est dans cette orientation stratégique. Il est au niveau des outils et des méthodes, dans l'impulsion qu'il donnera et la vie qu'il donnera à ce qu'on appelle la matrice en X, par exemple. Pas de déploiement stratégique qui ne vienne comme cet escalator du haut de l'entreprise, cascader à chacun de ces niveaux de responsabilité, traduite en orientation et en action, et pas de déploiement comme cela qui fasse remonter les informations comme les marches à l'envers de l'escalator pour alimenter cette boucle qui, sur la base du vécu du terrain, va adapter les orientations stratégiques. Donc, voilà, en termes d'outils et de méthodes, où on a besoin de travailler également avec le top management et, on va dire, chacun des managers de département, chacun à leur niveau de hiérarchie. Donc, dans le Lean, dans la vie pratique du Lean, on a besoin de ce niveau sous cette forme-là. À tous les niveaux de management, on a également besoin d'une exemplarité. Il n'y a pas d'exemplarité dans un changement de comportement. Il n'y a pas de changement de comportement, sans exemplarité. Donc, là, il y a une image qui illustre, par exemple, en quoi on a besoin de cette exemplarité. Si on veut changer, on a besoin d'un engagement. C'est la bulle que vous trouvez au centre de la diapositive. C'est l'engagement qui va faire avancer. L'engagement, on a l'habitude de dire qu'il repose sur un pont, le pont de l'engagement. Deux piliers de ce pont qui résultent de l'énergie qu'on a à bouger et de l'envie, de la carotte. Laquelle envie décline d'une vision. Si on sait où on va, on sait qu'il y a la carotte à la clé. Si on a confiance, on va avoir de l'énergie pour avancer. Si on est en doute, en risque, en inquiétude, l'énergie, elle va avoir beaucoup de freins. Et tout ça repose sur les valeurs de l'entreprise, les valeurs humaines du management, de l'encadrement. On va revenir sur ces valeurs, sur la posture managériale. Et là également, en termes de mécanique du Lean et de gestion du changement associé, la confiance, la vision, l'énergie, l'envie, le management a un rôle clé, n'est pas le seul, mais le management a un rôle clé pour faire vivre ça. Donc au-delà des outils et des méthodes, le management a une contribution active et structurée à jouer pour faire avancer notre démarche d'amélioration continue. Ici, vous avez des points de repère, bien sûr, que vous pouvez partager dans le cadre de votre démarche pour sensibiliser les managers et la direction. Une autre considération, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas d'amélioration continue sans captation des problèmes. Les problèmes, Toyota nous dit, ce sont des opportunités d'amélioration, ce sont des chances. Les problèmes existent, il faut les voir, il faut les capter. Qui est le mieux placé pour les capter? Rappelez-vous ce que je disais sur l'encadrement de proximité. Cette petite statistique que l'on peut trouver dans une méthodologie anglo-saxonne
Elle nous dit finalement, de façon très imagée et très visuelle, on aime bien le visuel dans le Lean, que la plupart, tous les problèmes sont vécus et connus par le terrain. Mais déjà, il y a un filtre, tout ne remonte pas. Les managers de proximité en connaissent, en captent les 3/4. Il ne faut pas passer à côté. Et après, un grand filtre encore. Pourquoi? À cause de la structure, du râteau du management, du décalage géographique, peut-être même de l'envie, dans nos cultures, de ne pas remonter les problèmes, car cela peut être mal vécu, mal perçu, car cela peut être montrer une faiblesse. C'est de toute façon que le top management est déconnecté, on ne va pas voir les réponses, donc on ne va pas remonter les problèmes, on s'épuise. Donc soyons conscients de ce mécanisme, comme vous le voyez illustré ici, et soyons conscients que ça ne fera pas avancer la démarche. Donc il y a un changement d'état d'esprit nécessaire au bon fonctionnement de l'amélioration continue. Il ne s'agit pas de l'affirmer. On va voir tout à l'heure que ce changement d'état d'esprit, il y a des techniques pour y arriver. Encore une illustration visuelle, dans une autre dimension qui est importante dans le Lean. Le standard, la standardisation, le respect des bonnes pratiques, la bonne pratique de référence qui nous permettra de capter les écarts. Qui est le plus concerné? Les opérateurs, mais aussi le management de proximité qui doit s'assurer que ces standards sont respectés et que les écarts éventuels sont repérés. Le Gemba, le terrain, l'animation, je l'ai dit, je n'y reviens pas, le manager de proximité est au cœur de cette amélioration au quotidien par sa présence sur le terrain. Et puis la vision stratégique, le Hoshin, le déploiement stratégique, la vision, mais aussi l'innovation, la créativité au niveau du top management. Donc, tous ont également avec cette illustration, ce point de vue-là sur le Lean, une contribution. Et de nouveau, on retrouve notre management de proximité au cœur même des fondamentaux qui vont faire avancer notre transformation. Dernière illustration un petit peu, voilà, en termes de principes, et puis au-delà des outils pratico-pratiques, des choses un petit peu peut-être nouvelles que vous n'avez pas encore vraiment vues. Hein, c'est un peu mon angle ici de vous apporter ces illustrations-là. Il y en a une dernière qui est peut-être plus ambitieuse encore, c'est l'inversion de la pyramide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une structure traditionnelle, la pyramide hiérarchique, le top décline vers le middle décline vers le terrain, et puis le terrain reçoit une forte pression en termes d'objectifs, d'attentes, de respect des standards. Dans la vision du Lean, le terrain, il est aux premières loges, il est impliqué. Donc il est en haut. Dans notre culture occidentale, on regarde d'abord en haut. On regarde d'abord le terrain. Et puis le terrain émet ses problèmes, le terrain émet ses idées, il en a plein. Et le management, il est en soutien, il est au service du terrain. Il est là pour capter et permettre au terrain de faire avancer les solutions que le terrain propose. Il apporte les budgets, il apporte les choix, l'arbitrage. Le management est là au service du terrain. Ça, c'est un changement culturel de fond. Donc, il n'existera pas si le management n'est pas emmené dans cette approche-là. Donc comment faire? Comment faire pour intégrer ces managers dans notre dynamique? Je me propose d'envisager 3 axes de travail sur ce comment faire. D'une part, il est important de clarifier les rôles et les responsabilités de chaque échelon dans cette démarche de transformation, considérant tout ce que je viens d'évoquer. D'autre part, il y a aussi des outils et des méthodes pour cela. Donc le Lean doit percoler au niveau des pratiques de management. Et puis, les outils et les méthodes, c'est une chose, le comportement, c'en est une autre. Le comportement, ça ne se décide pas, ça s'accompagne. Donc un coaching est essentiel pour arriver à nos objectifs. Regardons chacune de ces étapes. En termes de rôle et responsabilité, dans l'approche méthodologique du Lean, le top management a un rôle de sponsor. Donc ce rôle de sponsor, il doit être défini à un moment, il doit être précisé, explicité, cadré, incarné. Donc qu'est-ce qu'on attend du sponsor? Soyons précis. Ce sont les promoteurs, ce sont eux qui vont dire
je souhaite qu'on travaille sur cette thématique d'amélioration, qui vont sélectionner les sujets principaux et donc qui vont en attendre des résultats, qui vont montrer, participer au chantier pour lancer un chantier, un projet, et qui vont être au rendez-vous à l'arrivée pour prendre réception des améliorations, des actions proposées, arbitrer là également, valider les choix de changement, peut-être d'achat, d'équipement, de matériel, d'investissement de ressources humaines qui font l'issue d'un projet d'amélioration. Ce sont des promoteurs. Ils en attendent quelque chose, ils en attendent des résultats. Donc ils communiquent, ils sont actifs. Et vous, en tant qu'agent de la transformation, vous les emmenez, vous les faites communiquer. Vous construisez la communication avec eux. Les enjeux, les orientations. Et bien sûr, là aussi, ils doivent être exemplaires en termes de promoteurs dans leur pratique managériale. Ils nomment aussi la structure qui va faire vivre au quotidien les relais de l'amélioration continue, les green belts, les black belts. Et puis, ils ont l'autorité, comme je le disais, pour valider les chantiers, réceptionner les résultats et clôturer, acter l'amélioration obtenue et passer à l'étape suivante. Peut-être participent-ils même à certains chantiers. On a l'habitude de dire que dans un chantier 5S, il est très bon que la direction soit présente en bleu de travail ou en blouse blanche ou en tenue du terrain avec un balai et un coup de pinceau pour montrer activement son implication, mais aussi dégager de son temps pour faire quelque chose qui n'est facile pour personne, c'est-à-dire investir du temps dans le chantier. Donc, les sponsors. L'encadrement de proximité. Les rôles et responsabilités doivent être très clairs. Si par exemple la notion de rechercher l'amélioration ne figure pas dans les fiches de poste, ça va être difficile lors des entretiens annuels d'apprécier la contribution à l'amélioration. Si la notion de piloter la performance en matière de sécurité, de qualité, de délai et de rentabilité ne figure pas dans les attendus de la fiche de poste, là aussi, ça va être difficile d'apprécier la contribution et de motiver, de challenger le manager de proximité à ce rôle-là qu'on attend de lui et quelque part qui fera plaisir à son chef à lui, pour reprendre mon vocabulaire de tout à l'heure. Donc ces responsabilités doivent être clairement exprimées. Voici dans cette diapositive un panel, on va dire, de rôles, de responsabilités nécessaires au niveau de l'encadrement de proximité, et vous voyez qu'il est riche. Il est riche, il est varié. Donc il doit être clairement exprimé, il doit être adapté bien sûr à vos contextes, et il doit être explicité, pas seulement mis sur le papier. Donc il doit y avoir un référentiel de service, un partage, une mise en main. Les ressources humaines peuvent vous aider sur ce sujet. Le management de niveau supérieur doit et peut vous aider sur ce sujet, de décliner les responsabilités de gestion, anticiper les écarts, réagir face aux problèmes, des responsabilités d'encadrement, on attend de fédérer, de communiquer vers le bas et vers le haut, les responsabilités d'organisation, de garantir le respect des standards, d'optimiser les flux administratifs, d'assurer l'équilibre charge-capacité. Donc, le manager de proximité, dans notre amélioration continue, je l'ai dit, il est un maillon essentiel, il a une palette riche, il ne faut pas le submerger, il faut lui donner les clés techniques, métiers, méthodes lean, pour lui permettre de faire vivre ça en toute confiance. Vous voyez le besoin de formation et d'accompagnement sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Mais la première chose, il faut le mettre sur le papier, c'est d'ailleurs le formaliser. Si les responsabilités sont claires, elles se traduisent en activité au quotidien. Comment se déroule la journée type d'un encadrant de proximité? Elle se déroule au travers de types d'activités que vous pouvez voir apparaître en petit sur la droite ici. Des activités dites de supervision active, ce sont des activités où je passe du temps à comprendre les problèmes, à les capter sur le terrain, à faire des tours de terrain, à animer des points opérationnels 5 minutes, 15 minutes, à chercher des causes racines, à échanger avec mes opérateurs. Je suis actif, je suis dans la recherche de l'amélioration volontaire et non pas subie, comme serait le rose, la supervision passive, le mode pompier en d'autres termes. Mais il fait aussi de l'administratif, le jaune ici. Il remplace les opérateurs, le travail direct, il leur donne un coup de main.
où il est disponible, où il fait des choses qu'il ne devrait pas faire parce qu'il pallie l'absence d'implication d'autres ou l'absence de disponibilité d'autres. Il fait de l'ordonnancement à la place du planning. Il fait de la maintenance à la place de la maintenance, etc. Toutes ces activités sont naturelles, elles sont normales. Comme la VA et la NVA, le 100% valeur ajoutée n'existe pas. Donc c'est une distribution de ces tâches quotidiennes qu'il est intéressant de mesurer. Faites la photo, passez 3 heures, 4 heures avec votre encadrant de proximité, faites le film de la journée et regardez comment se distribue son activité. Si elle se distribue comme sur la colonne de gauche ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est presque la moitié de son temps dans le bureau ou dans des salles de réunion et pas sur le terrain à faire vivre l'amélioration continue. Quelle doit être la cible? Définissez votre propre cible. Celle que je vous propose ici est bien sûr adaptable. Mais elle dit quoi? Elle dit que 40% du temps doit être passé dans le pilotage actif, lean, anticipatif, amélioratif sur le terrain. Donc pour ça, il faut forcément adapter peut-être l'administratif, le dispatcher à d'autres fonctions qui, dont on va dire, dont les compétences et la valeur ajoutée elle sera plus au niveau par rapport à tout ce qu'on attend déjà du manager de proximité, du chef d'équipe. Un peu de pompier va toujours rester, mais libérons-lui du temps aussi pour participer à des groupes de travail. C'est le petit 15% qui apparaît en haut. Aménageons 2 heures par semaine pour volontairement être au cœur d'un groupe de travail sur un problème ciblé qui s'est rencontré pendant cette semaine. Donc les responsabilités, mais également la journée type, la semaine type, comment attend-on du chef d'équipe d'orienter, d'organiser son temps? Il a besoin de support, vous vous en rendez bien compte. Il ne s'agit pas de lui dire, il n'y a qu'à, débrouille-toi. C'est complexe pour lui. Donc là aussi, ça se met en musique, comme un chantier Kaizen se met en musique, comme un chantier 5S se met en musique, comme une VSM se met en musique. Responsabilité, activité qui en découle et état d'esprit. L'état d'esprit, je pourrais y passer 3, 4, 5 diapos. Je vous en propose une qui est en fait une image d'un poster qu'on a créé chez XL Consultant, qui sont les 10 postures clés du management de proximité. Alors, ça fait un peu petit sur votre écran, j'espère que vous arrivez à les lire. Je ne vais pas toutes les lire, mais je pourrais y revenir si vous le souhaitez, pour vous faire parvenir ce poster si vous le souhaitez. Mais prenons-en une ou deux. La numéro 6, chercher des solutions à l'extérieur plutôt que de rejeter les problèmes. Allons chercher des solutions. Acceptons la remise en question. Ne disons pas, bon, on a toujours fait comme ça, puis ça va être compliqué de changer. Non, en tant que manager de proximité, et puis manager à tous les niveaux, je dois être exemplaire sur l'acceptation de « c'est vrai, c'est pas facile, mais on pourrait faire différemment ». Pour ça, là j'ai plus en tête tout de suite où est la bonne bulle, mais il faut aussi accepter la posture de « j'accepte les problèmes, je veux les entendre, je vais les chercher ». Et je ne serai surtout pas critique lorsque ces problèmes se présentent, ou même lorsque des écarts au standard se présentent. Un écart au standard est peut-être la traduction que le standard n'était pas adapté. Donc je vais comprendre les causes. Regardez la bulle numéro 2, appliquer la règle des 5 pourquoi. Cherchons la cause d'une situation pour ensuite pouvoir l'améliorer. Donc voilà un certain nombre de postures qu'il est important de développer, et encore une fois, pas d'affirmer, de dire débrouille-toi, c'est comme ça que tu vas faire. Non, mais d'accompagner pour petit à petit, grâce à un regard extérieur, que vous, en tant qu'agent de la transformation, ou vous, en tant que manager éclairé, pourrez avoir. J'ai parlé des rôles et responsabilités, des missions. Il y a d'autres rôles. Le manager, il doit être formé, il doit être accompagné, mais il doit être aussi épaulé. Donc il ne doit pas être tout seul dans cette structure. C'est important d'avoir des rôles méthodologiques support à cette fonction de management. C'est important pour le premier acte de la démarche, les chantiers Kaizen, le 5S, la chasse au gaspillage. Pour ça, vous avez sans doute eu le réflexe de former des green belts, des yellow belts, etc. Mais
Mais ce n'est pas seulement pour faire vivre les chantiers, ils sont là aussi pour justement être un renfort méthodologique auprès des managers, parce que vous vous en rendez compte, la tâche est ardue pour les managers, la tâche de transformation. Donc ce réseau méthodologique pour la transformation des opérations, il est également nécessaire pour structurer la transformation managériale. Donc on retrouve nos Yellow Belts, on retrouve nos Green Belts avec leur pourcentage du temps nécessaire à la transformation et les Black Belts. Les Green Belts et les Black Belts, ils sont au cœur de l'animation des chantiers. Les Yellow Belts, ici, nous intéressent aussi parce qu'avec un kit outillé basique, résolution de problèmes, 5 pourquoi, management visuel, standard, ils sont capables, très près du terrain, de faire vivre la transformation un peu au quotidien. Et d'ailleurs, c'est peut-être une bonne idée que le profil de ces Yellow Belts soit les managers d'équipe eux-mêmes. Pas seulement, mais ils peuvent être tout à fait éligibles à cette formation Yellow Belt. Rôle et responsabilité, organisation de la structure pour faire vivre la transformation managériale, c'était le premier axe de travail. Le deuxième, c'est un axe purement méthodologique cette fois-ci, d'intégrer le Lean dans les pratiques de management au quotidien. Qu'est-ce qu'on attend du manager et du management de terrain en particulier? Qui joue son vrai rôle, c'est-à-dire, quelque part, tout ce que je viens d'expliquer dans le dernier quart d'heure. Ici, résumé en 3 points, une meilleure présence sur le terrain pour suivre les objectifs, capter les besoins d'amélioration et l'inversion de la pyramide, apporter le soutien nécessaire. Passer de la supervision passive ou pompier à une supervision active dans un état d'esprit d'anticipation, et puis responsabiliser, faire vivre la participation, d'être la sauce quelque part, qui fait prendre le Lean au quotidien sur le terrain. Donc ça passe par 2 choses en termes de méthodologie. Ça passe par un dispositif de pilotage, des outils et des méthodes de pilotage dites à intervalles courts. On parle d'AIC, animation à intervalles courts, qui va organiser la fameuse journée type au travers de moments et de rituels structurés et standardisés. Et ça passe par un comportement, et ce comportement, ça ne sera pas tellement un dispositif, plutôt, mais un accompagnement, un coaching de proximité, avec quelques mots-clés ici, la rigueur, la chasse au gaspillage, la logique de standard, la focalisation sur l'amélioration. Mais le dispositif que je vais illustrer maintenant, il fait vivre ce fameux comportement. Donc c'est un dispositif à la fois pour structurer la journée type, mais c'est aussi un dispositif par sa configuration qui active des modes de pensée qui correspondent au comportement en question. Alors, quel est-il ce dispositif? Il est d'organiser une séquence de points opérationnels, les TOP, 5, 15, 30, pour l'ordre de grandeur de leur durée respective, chaque top correspondant à un point d'animation à un niveau de la pyramide. Top 5, le manager de proximité avec son équipe. 1 fois par jour au minimum, peut-être 2 fois par jour, si le risque de variabilité, l'occurrence des problèmes et le besoin de réactivité est important. Mais typiquement 1 fois par jour. Le top 15, on va plutôt être au 2e niveau de la pyramide. Les chefs d'équipe viennent vivre ce point de pilotage opérationnel sous l'animation des responsables de département. Et puis le top 30, au niveau de direction, une entreprise, c'est comme un bateau, il a besoin d'être piloté, hop, vous voyez mes mains, il a besoin d'être piloté comme un bateau ou un gros véhicule, et le pilote, il veut être sûr que tout fonctionne bien. C'est ça l'esprit du top. Je veux être sûr que mon activité soit maîtrisée. Donc, chacun à son niveau est équipé d'un moment réservé dans le temps, à un horaire donné, avec une durée donnée, un ordre du jour qui s'appuie sur un tableau de management visuel. Il y a une petite photo en bas à gauche, il y a plein de versions possibles, mais en tout cas, on va y retrouver nos critères Lean, sécurité, qualité, délai, coût. On va y retrouver des mesures, on va y retrouver des écarts visibles à un standard ou un objectif. On va y trouver du rouge, du vert et des actions qui répondent aux causes du rouge. Donc, on structure un package de pilotage, le tableau de bord de mon bateau. Et c'est grâce à ce tableau de bord qu'on active le comportement d'anticipation, d'analyse des problèmes, de recherche des solutions.
Sur le terrain, on a aussi des suivis heure par heure. Et donc, on va suivre le bon déroulement des activités terrain grâce à des tours de terrain. Tout à fait à gauche, vous voyez apparaître un autre outil de ce dispositif, ce que les anglo-saxons appellent le Gemba Walk, ce qu'on dira en français sous forme de tour de terrain, un standard de pilotage structuré, un quart d'heure, 20 minutes, à intervalles courts. Quel est le bon intervalle? Ça dépend du contexte. Toutes les 2 heures, 3 fois par jour, 1 fois par jour. Ça dépend du risque de variabilité, mais là aussi pour maîtriser l'activité, pour s'assurer aussi que les standards sont suivis. Donc ça se développe dans des chantiers, comme des chantiers Kaizen, où on retravaille l'implantation d'un poste. Et bien dans ces chantiers Kaizen, on va structurer des tableaux de management visuel, on va structurer la checklist du tour de terrain, on va structurer l'ordre du jour des top 5, top 15, top 30, la prise de parole, et on va, de cette façon, construire un kit méthodologique, ce que j'appelle un dispositif, qui va permettre au management, à chacun de son niveau, de jouer le rôle qui était attendu et que j'ai explicité au préalable. Juste pour terminer, il y a aussi des rituels hebdomadaires et mensuels en fonction de la fréquence et de la profondeur à donner à ce pilotage. Là, on est vraiment au cœur du dispositif méthodologique. Ici, une petite checklist que vous pouvez parcourir et qui n'est surtout pas exhaustive, mais quelques idées. Il y a bien sûr ces tableaux de management, ils doivent être à jour. Les standards au poste, ils doivent être actuels et actualisés, visuels, disponibles. Le poste doit être en mode 5S. Ça fait partie du management visuel. Le 5S, c'est pas fait pour faire joli. C'est fait pour faire qu'en tant que manager, animateur, je repère une palette qui n'est pas dans son emplacement. Sur le bureau, dans un bureau administratif, que je visualise la banette qui est vide et donc le service qui est trop pleine, et donc le service qui est en saturation ou qui va être dans l'attente d'une réponse, etc. Chaque collaborateur est capable d'apprécier de façon objective sa performance. Donc on a à chacun des niveaux des mesures, je ne parle même pas d'indicateurs, des mesures qui disent c'était une bonne journée ou une mauvaise journée. Les briefings sont courts et efficaces, avec des actions validées. Un plan d'action avec qui, quand et une actualisation. Les managers peuvent dire à n'importe quel moment, aujourd'hui c'était une bonne ou une mauvaise journée, voilà ce qu'on va faire pour que ça soit mieux demain ou la semaine prochaine. La mesure de la performance. Et il y a des plans d'action collaboratifs qui sont évoqués. Encore une fois, ce n'est pas exhaustif, mais vous pouvez vous servir de ça pour apprécier la maturité de votre dispositif de management libre. Des rôles et des responsabilités, des comportements associés, mis sur le papier, explicités, formés en termes de formation managériale. Un dispositif des outils et des méthodes pour le mettre en musique au quotidien, mais aussi une formation propre aux lignes elles-mêmes à destination des managers et l'accompagnement qui va avec. Qui faut-il former? Tout le monde, bien sûr, avec des apports et des objectifs différents. Regardons ici les managers, on doit les former à animer les équipes dans le sens du Lean. Les relais de l'excellence opérationnelle doivent être les green belts, les black belts, formés avec le kit méthodologique. La direction doit être formée à ce qu'on attend en termes de leadership. Alors, quel type de formation? Un petit peu plus de détails ici. Je ne vais pas parler des équipes puisqu'on est dans le rôle managérial. Les managers, je l'ai dit tout à l'heure, une formation de type Yellow Belt, 3 jours, le best-of des outils, des exercices pratiques pour appréhender les pratiques du quotidien et mener des actions simples. La direction, alors la direction, on n'attend pas d'elle la grande pratique des outils et des méthodes. Donc c'est plutôt une sensibilisation. C'est entre le white belt, les 2 heures de sensibilisation et le yellow belt, les 3 jours. Suivant leur volonté, leur maturité, leur disponibilité, c'est un minimum, on va dire, d'une journée, et ça peut aller éventuellement jusqu'à 3 jours, pour, en plus des points précédents, soutenir toute la structure, les challenger, et puis être consciente, en fait, de ce que applique cette transformation. En complément de ces formations traditionnelles, Yellow Belt, Green Belt, White Belt, il y a des formations thématiques qui peuvent être abordées suivant le contexte, les priorités du moment et d'outiller les managers avec le bon niveau de la phase de transformation dans laquelle vous vous trouvez. Ça peut être un package spécifique sur le 5S et les standards.
pour leur permettre de maîtriser l'environnement dans l'état d'esprit du lean. Ça peut être un package sur quels sont les gaspillages, qui est mon client, la voix du client, les standards opératoires, pour leur permettre de maîtriser leurs activités en lien avec ce qu'attend leur client direct, interne ou externe. Donc en lien avec le focus nécessaire sur la valeur ajoutée. Ça peut être un package sur la résolution des problèmes, les méthodes A3, mais surtout le diagramme en arête de poisson, le 5 pourquoi, l'organisation d'un problème sous forme de QQOCP, vraiment le petit paquet de base pour traiter la résolution de problèmes sur le terrain. Et puis bien sûr, la formation à l'utilisation de ce dispositif que j'ai présenté tout à l'heure, l'animation à intervalles courts et le management visuel. Donc voilà, vous pouvez choisir des briques qui vont constituer un parcours managérial en fait par rapport au Lean. Mais voilà, une fois qu'on a la bonne voiture avec le bon tableau de bord, une fois qu'on a eu un minimum de mise en main de ce tableau de bord, c'est pas ça encore qui fait le comportement et les postures que j'évoquais tout à l'heure. Ça va venir de quoi? Ça va venir de celui qui est assis à côté de vous dans la voiture. Vous allez avoir un professeur d'auto-école qui va tenir le guidon un petit peu avec vous. C'est ça le coaching. Ça va être celui qui vous tire vers le haut. Ça va être celui qui vous fait prendre conscience, ce dont vous ne voyez pas vous-même dans vos habitudes managériales, et qui va débriefer avec vous à la fin d'un top 5, d'un top 15, d'un tour de terrain, d'une résolution de problème, en disant ben voilà comment je t'ai vu. Voilà par rapport à une checklist de bonnes pratiques comportementales où tu te situes, et donc voilà 1 ou 2 points sur lesquels tu peux t'améliorer. Mais ce n'est pas parce que je te l'aurais dit une fois que ça va marcher. Il va falloir que je te le dise 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Ça va dépendre de la disponibilité d'esprit à intégrer ces changements de comportement. Donc, ce coaching, il est nécessaire au long de 3 phases. Une phase mécanique, les managers vont faire parce que ça change, il faut qu'on y aille. Une phase de compréhension, ils vont se comprendre ce qui se réalise et l'intérêt qu'ils y ont, et donc ils vont avoir envie de continuer, mais ça peut être fragile. Il faut aller jusqu'à une phase d'appropriation où ils ont atteint les nouveaux réflexes comportementaux. Donc ce coaching, il est essentiel pour consolider le dispositif, ne pas avoir des tableaux blancs et puis qui ne sont pas au rendez-vous, qui ne correspondent pas à l'esprit du Lean, mais les faire vivre au quotidien. Aider la mise en main du dispositif, comment on anime un top 5, comment on anime un top 15, et puis 1 fois, 2 fois, 3 fois, faire progresser sur les difficultés qu'ils ont à gérer le temps de la réunion, à être rigoureux vis-à-vis de l'exigence dans les standards lors d'un tour de terrain, à capter les besoins d'amélioration sous forme structurée, pas dire oui, on va le faire, il faudra que, oui, c'est vrai, je vais le dire. Non, il y a des méthodes et ça, c'est le coach qui va aider à cette transformation-là. Donc le coach, qui est le coach concrètement? Le coach, ça peut être un manager, un N+1, et d'ailleurs, ça ne serait pas incohérent d'être dans une posture d'entreprise de manager coach. Donc, pour ça, il y a des formations au coaching, des formations courtes, des formations d'1 jour, 2 jours, 3 jours maximum, à apprendre le coaching de terrain pour le Lean. Je ne parle pas du coaching comportemental qui existe aussi, qui a toute sa valeur, mais c'est un autre contexte. Donc, apprendre à des coachs internes de coacher l'encadrement de proximité. Dans un premier temps, ça peut être assuré par des intervenants un peu neutres, extérieurs, des fonctions méthode, des fonctions amélioration continue, ou des consultants qui vont être là pendant un temps minimum, le temps de déclencher ce coaching et de transmettre le relais du coaching à des coachs internes, je dirais, qui ont aussi beaucoup plus de disponibilité pour faire ça à moyen terme. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous sur les rôles et responsabilités, sur le dispositif managérial à mettre en place, et puis la façon d'apprendre à piloter le véhicule, d'apprendre à piloter ça par l'intermédiaire d'un coaching qui est, je vous le garantis, un relais essentiel pour inscrire cette pérennité dans le temps et in fine, petit à petit, apporter une véritable transformation culturelle de la structure dans laquelle vous êtes. Alors, en conclusion, réussir votre démarche en lien avec
l'axe, la jambe management, c'est réussir un ancrage stratégique, la déclinaison de la vision au plan d'action à moyen et long terme. C'est d'assurer le développement à chacun des niveaux. Je parle beaucoup du management de proximité, je vous ai dit pourquoi, mais chacun des niveaux doit être accompagné. C'est donc de développer un comportement, des postures managériales, d'intégrer la culture de l'amélioration comme un mode de pensée. J'aime toujours raconter cet exemple qui a distribué des t-shirts à tous les employés. D'un côté du t-shirt, il y a marqué « Mon boulot, c'est de faire mon boulot », et de l'autre côté du t-shirt, « Mon boulot, c'est d'améliorer mon boulot ». Donc ça, c'est une intégration dans la culture au quotidien. Et puis, de relayer sur le terrain toutes nos initiatives, d'accompagner le terrain avec les outils de pilotage qui vont bien et l'accompagnement qui va bien. Et là, vous êtes bien parti pour réussir votre transformation. On peut vous y aider. XL Consultant, XL Formation s'appuie sur notre expérience de conseil et en particulier, on anime des chantiers de pilotage de la performance, on met en main ces chantiers, on vous forme à les construire, on accompagne le top management dans le déploiement stratégique, on peut animer des séminaires, des groupes de travail, des moments de déploiement stratégique. On intervient en tant que coach des bonnes pratiques pendant 2 semaines, 3 semaines, 6 semaines, le temps de vous passer le relais. On forme les managers aux différentes thématiques que j'ai évoquées et on accompagne bien sûr la démarche de transformation de votre entreprise à moyen et long terme. Du côté purement formation, nous avons développé un kit de formation à destination du management de proximité sur 4 jours où on aborde les missions des managers et les attitudes que j'ai évoquées brièvement, mais bien sûr on va les évoquer de façon beaucoup plus spécifique. On va ensuite évoquer le pilotage et la mobilisation des équipes, le kit, le dispositif d'animation, comment animer le plan de progrès au quotidien, et puis, 4e jour, la posture, les bonnes pratiques, et ça se fait par l'intermédiaire de jeux de rôle, de mise en situation, où sur 4 jours, on vous donne vraiment un kit de formation, on anime un kit de formation qui vont permettre de passer, pas qu'une petite marche, mais on va dire 2-3 marches, et vraiment positionner vos relais managériaux dans ce dont vous avez besoin pour faire vivre l'amélioration continue. Merci beaucoup pour avoir écouté en résumé toute cette information qui j'espère vous sera utile et pendant les 10 minutes qui nous restent, je serai vraiment très intéressé de répondre aux questions qui vous sont venues. Merci beaucoup Patrick pour cette intervention qui était très riche. Alors on va maintenant passer aux questions. Alors la première question, y a-t-il un ratio cible pour le réseau méthodologique? Par exemple, combien de Yellow, Green, Black Belt pour 100 opérateurs? Alors, il n'y a pas de ratio typique, cible, mais voilà, pour répondre dans le standard, on va dire. Mais voilà, dans votre cas de figure, je dirais 100 opérateurs, c'est l'équivalent d'une grosse PME ou d'un atelier de 100 opérateurs. Mon expérience, c'est qu'on va avoir peut-être un black belt pour cet effectif-là. C'est quoi le black belt? C'est celui qui va piloter la transformation de toute cette structure, donc l'entreprise ou le département concerné. Donc il est outillé avec non seulement des outils pratico-pratiques, mais aussi ce qui est nécessaire pour qu'il organise la feuille de route, donc en tant que pilote de cette démarche-là. Donc je dirais un black belt. Je réponds un peu à votre question par le haut, en commençant par le haut. 2-3 green belt, c'est-à-dire des gens qui vont pouvoir animer des chantiers de type Kaizen sur une semaine, qui vont pouvoir mener des résolutions de problèmes une fois par mois, une fois tous les 2 mois, et pour que, voilà, comme sur 100 personnes, il y a quand même l'opportunité d'avoir des thématiques chantiers différentes et assez fréquentes, donc 2-3, ça me semble être un effectif cible intéressant parce qu'ils vont être complémentaires les uns des autres. Et puis que chaque je dirais, encadrant de proximité soit formé Yellow Belt. Donc ça dépend un peu de votre organisation, mais s'il y a 10 Yellow Belt,
pour 3 green belts et un black belt à l'échelle de 100 personnes. Si je multiplie ça par X et je le ramène en pourcents, hein, je pense que c'est tout à fait réaliste pour être plutôt bien organisé pour mettre en musique l'amélioration continue. C'est peut-être ambitieux, mais par contre, moi je vous réponds tel que dans l'ordre correct des choses. Merci pour cette réponse. Question suivante. Quels sont les conseils pour des AIC sur des chantiers distants? Alors, effectivement, beaucoup d'entre vous disent « Ok, j'ai bien compris l'AIC, mais comment je fais quand j'ai 10 usines et quand je veux animer l'AIC de la supply chain qui est pilotée en centrale avec un relais logistique sur chacune des usines ?» Donc, c'est absolument indispensable de faire vivre l'AIC pour ces personnes, autant que pour les gens du terrain, on est bien d'accord là-dessus. La difficulté de la distance, elle est aujourd'hui facilitée grandement par les outils digitaux. On a des solutions informatiques telles IOBEA. IOBEA est une société avec qui XL travaille en partenariat, il y en a certainement d'autres, mais IOBEA a l'avantage d'avoir développé des solutions, on va dire, écran, qui reproduisent le même mécanisme d'un tableau blanc sur lequel on est debout. Donc avec des post-it qu'on va pouvoir bouger, qu'on va pouvoir créer, qu'on va pouvoir enlever, des indicateurs qui vont être dans le rouge, qui vont être dans le vert, qui vont pouvoir être connectés à des sources de données éventuellement, mais qui vont avoir l'apparence du management visuel pour avoir quelque chose de simple. Un tableau de management visuel pour l'AIC, ça doit être simple. Et donc voilà, des solutions digitales aujourd'hui fonctionnent très bien. On n'en est plus à l'ordre du prototype, on en est à l'ordre d'outils éprouvés et qu'il est facile de mettre en main et d'adapter comme on ferait un chantier management visuel sur le terrain. Une autre partie de l'AIC, je l'ai dit, ce sont les tours de terrain. Ça, ce sont des checklists. Et les checklists, elles se digitalisent aussi. Pour les entreprises qui aujourd'hui investissent dans des tablettes, on peut avoir une checklist sur tablette et qui reproduisent l'effet du papier. Le papier étant pas pour faire joli, le papier apporte un formalisme, donne du sens au tour de terrain, mais l'intérêt de la tablette, là aussi, il y a des informations qu'on va pouvoir capitaliser plutôt que de recopier certaines informations qu'on met sur le papier. Par exemple, des quantités relevées à des postes de travail ou des irritants signalés par les opérateurs et qu'on voudrait capitaliser. Donc, pour faire vivre l'AIC, pour des sites distants, les solutions digitales vraiment fonctionnent bien aujourd'hui. Et même au-delà des sites distants, les solutions digitales permettent aussi d'aller un petit peu plus loin dans l'AIC. Merci pour cette réponse. Alors, autre question. Concernant les formations de sensibilisation courtes, il n'est pas évident que les dirigeants mesurent l'écart entre leurs pratiques actuelles et les différences proposées par le Lean. Comment créer l'électrochoc? Vous êtes... oui, vous vous rendez bien compte d'une des difficultés. C'est les dirigeants qui disent on y va. Oui, je vous soutiens, bien sûr. Oui, je suis avec vous, il faut y aller. Mais qui ne se rendent pas compte qu'eux-mêmes ne sont pas dans ce mode-là. Alors, deux choses. Dans le Lean, deux éléments de réponse. On parle d'une approche top-down et une approche bottom-up. Si le choix de lancement est impulsé par la direction, on se dit, OK, l'approche top-down fonctionne. Mais non, elle ne fonctionne peut-être pas complètement à cause de ce que vous venez de dire. Donc, il faut faire vivre le bottom-up en parallèle. Le bottom-up, c'est former quelques relais Greenbelt et lancer des chantiers pilotes. Et grâce à ces chantiers pilotes qui seront une vitrine, vous allez pouvoir renvoyer une image vers le top management, leur donner envie, leur montrer l'écart entre ce qui doit fonctionner aussi à leur niveau et des pratiques actuelles. Donc le top-down ne suffit pas, il faut aussi du bottom-up. Ça, c'est une première stratégie, on va dire, qui peut vous aider. Deuxième chose, c'est quand même pousser pour des sessions de sensibilisation aux lignes du top management. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Pas moins d'une demi-journée, c'est plutôt un jour, 2 jours, c'est parfait. Dans lequel on va en fait les faire prendre conscience. On a des petits outils pour faire un effet miroir. On a des auto-évaluations sur des bonnes pratiques du Lean. On va les faire s'auto-évaluer, 1, 2, 3, 4, par rapport à un benchmark extérieur.
là où il y a le plus d'écart, ben on va débattre, on va animer avec eux, mais pourquoi vous voyez ça comme ça et pourquoi moi je vois ça comme ça. Éventuellement, on peut faire une sorte de mini-diagnostic, participer dans le cas d'un diagnostic d'entreprise, participer à certaines réunions et leur envoyer une image par rapport à un référentiel de bonnes pratiques. Donc c'est ça qui peut créer l'électrochoc, mais je dirais plutôt dans le cadre d'une sensibilisation, c'est voilà, des pratiques d'auto-évaluation par rapport à des outils, à des référentiels éprouvés, et de s'appuyer aussi dans l'équipe de top direction sur quelques relais qui sont plus sensibles, qui vont aussi être prêts à challenger leurs collègues. Donc ça s'anime, mais voilà ce qui me vient à l'esprit pour répondre à votre question. Une autre chose complémentaire à ça, c'est de participer à un benchmark d'entreprise. C'est-à-dire d'emmener votre comité de direction dans une entreprise qui est passée par là. Alors, ça peut être un grand groupe, ça peut être une PME, où après un peu plus de maturité, il va pouvoir y avoir une visite, bien sûr, mais il va pouvoir aussi y avoir un échange entre niveaux direction pour comprendre ce qui s'est passé et puis revenir avec ah oui, j'ai vu autre chose. Et là, je me rends compte en fait des écarts qu'il peut y avoir avec ce qui se passe chez nous. Donc des benchmarks comme ça, il en existe plusieurs par différents canaux. Chez XL, on organise 2 à 3 benchmarks par an chez des clients que nous accompagnons. Donc ça peut être aussi une opportunité pour vous. Merci pour cette réponse. Je vois que le temps passe, donc je me rends compte qu'il y a beaucoup de questions. Je préfère vous prévenir, je pense qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions, mais vous pourrez peut-être voilà, les poser ultérieurement en nous téléphonant ou via nos réseaux sociaux. On va quand même continuer, mais sachez que malheureusement, on ne pourra pas répondre à tout. Alors, j'ai une autre question. Une personne indique qu'elle visualise bien l'application du Lean dans une entreprise de production, mais est-ce que cela peut aussi s'appliquer à une PME d'environ 6 personnes, d'une entreprise de services qui travaille sur des sujets et des types de projets qui sont très variables? Bien sûr. Bien sûr, puisque là, on est sur l'axe de la transformation managériale. Donc, toutes ces structures ont sauf si vous êtes déjà dans le mode de l'entreprise libérée, mais ça voudrait dire que vous êtes déjà passé par beaucoup d'étapes. Donc, en principe, toutes ces structures ont une organisation hiérarchique avec les enjeux que j'ai évoqués tout à l'heure, les enjeux de pouvoir, les enjeux de reconnaissance, les outils, les responsabilités, etc. Donc, toutes sont éligibles. Pour reprendre les 3 exemples que vous citez, il y en a une qui est bien sûr à part, hein, une PME de 6 personnes, on n'a pas la même structure, mais on a quand même un leader qui va impulser des choses. Alors là, je dirais, l'approche serait peut-être plutôt ce qu'on appelle un peu du Lean Startup, c'est-à-dire comment, c'est un super terreau, parce que le Lean, il est dans l'application du terrain. Quand le terrain, c'est 10 personnes, ben, l'application, elle est au quotidien. Et donc, le manager, c'est plus l'animateur, il est le black belt en même temps. Donc il faut qu'il soit outil, il faut qu'il sache où il veut aller, il faut qu'il sache les messages à faire passer auprès de son équipe, peut-être plus son groupe plutôt que son équipe au sens de chef, mais de la même façon, adapté à ce contexte, les mêmes ressorts peuvent être pratiqués. Hein, je parle de la PME de 10 personnes. Et là, le management visuel, etc., la spontanéité, elle devrait être beaucoup plus accessible que dans les grosses structures. Donc ça s'y prête. Dans le service, c'est d'autant plus important de faire vivre ces pratiques d'AIC, parce que dans le service et dans l'administratif, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est souvent dans des bureaux. Dans des bureaux, ça met des cloisons. Dans les cloisons, on a tendance à ne pas se lever pour aller remonter les problèmes. Donc il faut développer cette pratique du tour de terrain, c'est-à-dire le tour des popotes, comme moi je dis, d'aller d'un bureau à l'autre, développer la pratique du top 5 de l'AIC en rassemblant tout le monde dans une salle, debout. Vous avez une très bonne vidéo qu'un de mes collègues a réalisée sur Internet chez un client où on voit, vous verrez ça sur la chaîne YouTube, comment animer une AIC dans une mutuelle. Voilà. Donc ça s'y prête tout à fait bien.
avec cette particularité de l'administratif où on peut être là aussi en site distant, c'est-à-dire un service de direction comptable d'une grosse entreprise. Elle va avoir des BU à travers le pays et donc les équipes, il faut les animer peut-être en digital. Mais donc ça s'y prête complètement de la même façon et c'est en amenant aussi des personnes debout devant un tableau ou devant un écran tactile dans une salle de réunion qu'on va créer ce même mécanisme d'implication dans le Lean. Allez, encore une, Camille? Encore une dernière petite question, parce qu'il est déjà midi. Alors, dernière petite question. Quels sont les indicateurs qui peuvent être utilisés à la fois au niveau opérationnel et remontés périodiquement jusqu'au top management? Oh là, c'est la petite question pour conclure. C'est ça. Il y en a toute une palette, donc je ne peux pas tous vous les citer parce que tous les indicateurs, on va dire il y a 4 familles. Sérénité, sécurité, qualité, délai, rentabilité. Au niveau du terrain, c'est la productivité. Au niveau top management, c'est l'utilisation des ressources. Donc toute cette famille peut être déclinée au niveau du terrain, exprimée sous forme d'indicateurs plus consolidés à chacun des niveaux, jusqu'à des indicateurs stratégiques, mais qui sont connectés les uns aux autres. Donc, je peux vous en citer quelques-uns, mais ce qui est intéressant aussi, c'est justement l'approche de déploiement stratégique, qui au-delà de déployer les axes stratégiques, déploiera également les indicateurs qui s'alimentent les uns aux autres, qui se connectent les uns aux autres à chaque niveau. Ce que j'aurais envie de vous citer, c'est peut-être pas quelque chose que vous attendez, quelque chose que vous connaissez, c'est de dire par exemple, le Lean, c'est le pilotage de l'amélioration continue. Donc, est-ce que vous pilotez à chaque niveau un indicateur qui pourrait être tout simple, qui est le nombre de suggestions formulées quotidiennement? Si on veut s'améliorer, il faut capter des problèmes. Donc, par exemple, un client que j'accompagne, il y a un indicateur qui est en place que chaque opérateur doit formuler, c'est un objectif, il ne doit pas, mais on le pilote, une proposition d'amélioration dans l'année. Il se trouve que sur un atelier de 300 personnes, une proposition par personne, ça fait 300 propositions dans l'année, ça en fait une par jour. Avec une proposition d'amélioration par jour, vous avez de quoi alimenter votre moteur du Lean. Et donc, ça c'est quelque chose que vous pouvez piloter au niveau du terrain, que vous pouvez piloter au niveau de l'encadrement, le nombre de questions qui vont être filtrées, peut-être, le nombre de propositions qui ont fait l'objet d'une résolution de problème, qui peut être piloté à un niveau supérieur, le nombre de chantiers qui ont été menés et d'améliorations portées sur des choses plus classiques, qualitatives, délais et coûts, et ainsi de suite. Ou bien pilotez-vous la sérénité. La sérénité, ça se pilote aussi sur le terrain avec les irritants rencontrés au quotidien, par rapport au métier, bien sûr, avec l'humeur du jour par rapport à la façon, à mon confort de travail, puis ça se pilote, ainsi de suite, à chaque niveau, jusqu'à se retrouver dans un indicateur de CODIR sous forme d'absentéisme réduit au minimum parce qu'on est motivé, parce que la sérénité vit au quotidien. Voilà, 2 exemples dans ces quelques minutes qui me restaient pour vous dire que oui, tout ça peut percoler à chaque niveau. Il faut le traduire, on va dire, dans le vocabulaire qui est la mesure qui est à la main de celui qui pilote, le chef d'équipe, le chef de département et ainsi de suite. Merci beaucoup Patrick d'avoir répondu à cette dernière question. Désolée pour les autres qui ont posé des questions, mais on n'a vraiment pas le temps d'y répondre. Sachez que vous avez la possibilité de nous contacter par téléphone ou via les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas, on répondra à vos questions avec plaisir. Donc je vous laisse prendre connaissance des prochaines dates de nos webconférences. Avec le 24 mai, une webconférence sur accélérer les flux dans la supply chain avec le DDMRP. Le 21 juin, nous aurons une webconférence sur le Lean Accounting et le 20 septembre, une webconférence sur le Six Sigma et le Big Data. Nous aurons aussi d'autres dates à venir, mais vous pouvez déjà noter ces dates dans votre calendrier.
Voilà, c'est la fin de cette session. Merci Patrick pour cette animation et merci à tous pour votre attention et votre participation. N'hésitez pas donc, comme je vous l'ai dit, à nous contacter pour toute question, que ce soit par téléphone, via les réseaux sociaux ou sur notre site internet. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Merci à tous et bon appétit.